Bonsoir, bonsoir à toutes et à tous. Je suis vraiment ravie, ça fait longtemps, ça faisait longtemps, de vous retrouver, même si c'est avec un public nécessairement plus restreint que d'habitude en raison des conditions sanitaires tout à fait particulières qui sont celles que nous vivons aujourd'hui. Ravie de vous retrouver suite à la période donc difficile du confinement, du post-confinement, hein, du deuxième semestre de l'année universitaire précédente, qui nous a contraints à annuler purement et simplement, comme partout ailleurs, tous nos événements scientifiques et en particulier les conférences, dont ce cycle des conférences des mardis de l'École des Chartes, qui sont, comme vous le savez, l'occasion de présenter l'actualité éditoriale des chartistes. Alors, sur ce semestre, ce premier semestre de l'année universitaire 2020-2021, qui sera aussi l'année du bicentenaire de l'École des Chartes, puisque nous entrons à partir de janvier dans les 200 ans de l'École nationale des Chartes. On a prévu toute une série d'événements, une très riche programmation. L'école a choisi de maintenir ses conférences dans le respect donc, des gestes barrières, de la distanciation, d'où le fait que plus encore aujourd'hui qu'auparavant, les places donc, étaient comptées, l'inscription nécessaire pour accéder à cette salle. Nous avons choisi tout de même de maintenir la programmation, quand tous les établissements n'ont pas fait ce choix, je crois qu'il faut le dire. Mais c'est un parti pris assumé ici à l'école que de continuer l'activité universitaire et scientifique plus généralement, tout en respectant évidemment les préconisations qui nous sont données. Alors ce soir, je suis tout à fait ravie d'accueillir dans le cadre des mardis un ancien élève de l'école, donc Vincent Eguélé, promotion archiviste paléographe 2006, et désormais donc jeune confrère ayant opté pour la carrière des conservateurs des bibliothèques. Vincent Eguélé, vous êtes actuellement directeur de la bibliothèque municipale de Versailles, après avoir occupé deux autres postes, un poste en bibliothèque universitaire à Amiens, et ensuite un poste aux bibliothèques de Compiègne. Cette belle carrière de conservateur des bibliothèques qui est la vôtre ne vous a pas empêché de poursuivre des travaux scientifiques personnels que vous publiez extrêmement régulièrement, avec déjà une régularité impressionnante. Dès 2007, vous avez publié chez Talandier votre travail de thèse d'École des Chartes qui portait sur la correspondance de Joseph Bonaparte avec son frère Napoléon. En 2010, vous avez également publié chez Talandier un ouvrage intitulé « Napoléon et Joseph Bonaparte, le pouvoir et l'ambition » qui vous a valu le prix Premier Empire de la Fondation Napoléon. Et d'une manière générale, vous poursuivez vos recherches sur le Premier Empire et la place de la famille impériale dans ce que l'on peut appeler, je crois avec justesse, le système napoléonien. En août 2018, vous avez publié chez Perrin un ouvrage intitulé « Napoléon et les siens ». Et sur ce thème précis, vous étiez d'ailleurs venu le 2 avril 2019, en un temps qui nous paraît idyllique, sans masque, sans Covid-19. Lointain. Avec Charles-Éloi Vial, nous présenter une conférence intitulée « Deux familles en révolution, Bourbon et Bonaparte au prisme des archives ». Je garde un souvenir encore très frais et tout à fait ému de cette très très belle conférence à deux. En septembre 2019, enfin, donc il y a tout à fait à peu près un an, vous avez publié chez Passé Composé des hommes d'honneur, 3 destins d'Ancien Régime. Donc je remarque le rythme de plus en plus serré de vos publications, jusqu'à celle de ce soir, puisque c'est de cela qu'il sera question maintenant. Vous allez nous parler ce soir d'un autre type de publication, l'édition, alors je crois électronique, mais peut-être que non, voilà, papier aussi, de l'Empire savant de Pierre-Marie Desmarais, chef de la haute police sous l'Empire. Un curieux personnage assurément, mais vous allez nous en dire évidemment un petit peu plus. Et le texte surtout que vous publiez et que vous éditez est très curieux. Et je crois que ce soir nous allons nous régaler puisque vous allez nous entretenir de la façon à la fois dont vous avez fait la découverte de ce texte ainsi que de son contenu. Donc il s'agit d'une part de ce que l'on peut considérer comme l'un des tout premiers récits de science-fiction. Mais c'est aussi un récit de voyage, un récit d'aventure. Et au-delà du thème lui-même, donc, qui, on le voit, est très riche, c'est un peu de la méthode chartiste que vous allez nous entretenir ce soir, je crois. L'art de la trouvaille manuscrite, l'art de bien saisir le contenu de cette trouvaille,
l'art enfin de la donner à voir, de la transmettre, donc cette belle trouvaille à la fois littéraire et historique, par le biais d'un travail d'édition dans les règles savantes qui sont notamment celles de l'École des Chartes. Donc un grand merci à vous pour cette belle conférence à venir. Moi j'ai hâte, nous avons tous hâte de vous entendre sur ce thème très alléchant. Et donc vous avez encore merci pour votre présence ce soir. Et donc voilà, vous avez la parole. Merci. Merci à vous. Merci Madame la Directrice. Merci de me permettre de m'adresser à vous de façon un peu plus claire en cette période compliquée. Eh bien, en effet, j'ai le plaisir de vous présenter ce soir le résultat de quelques années de travail, parfois un peu en dents de scie, mais qui, en effet, a été un travail régulier sur un manuscrit très complexe, comme j'aurai la chance de vous le présenter, qui est donc ce manuscrit de l'Empire savant de Pierre-Marie Desmarets. L'Empire savant qui était un peu le pendant romanesque, fictionnel de ses propres souvenirs et mémoires, intitulé Témoignages historiques, qui est paru de façon posthume à Paris en 1833. Et donc, sans plus attendre, je vous présente, puisqu'il s'agira d'une conférence, je dirais, en effet, un peu chartiste, hein, mais nous sommes exactement à l'endroit où il faut, le plan de cette présentation, donc, qui consistera d'abord à vous parler en introduction de la découverte du manuscrit, du reclassement des papiers Desmarets, et comment... Eh bien, la question de la science-fiction, s'agit-il d'un document pouvant être compris dans cette délimitation, je dirais, stylistique? Comment la question de la science-fiction s'est posée? C'était quelque chose absolument qui n'apparaissait pas, évidemment, de prime abord. Ce qui nous permettra, évidemment, de parler donc de l'auteur du fonds VDC 130 de la bibliothèque de Compiègne, Pierre-Marie Desmarets, sur lequel finalement nous disposons d'assez peu d'informations. En deuxième partie, le manuscrit de l'Empire savant. S'agit-il de mémoires parallèles ou véritablement, en effet, d'une tentative de comprendre la société de demain à travers le regard du policier qu'était Pierre-Marie Desmarets? Et donc une troisième partie qui servira justement à creuser un peu cette description, puisque nous irons un peu loin sur les pistes pour comprendre la civilisation et son futur tel que le conçoive notre policier. Alors, évidemment, je ne saurais que commencer par ces quelques mots de l'utilité de classer les manuscrits, parce qu'en effet, on connaît la problématique des bibliothèques françaises, mais aussi des centres d'archives, c'est que nous avons parfois des papiers qui passent sous les critères de description. À savoir que en bibliothèque, un manuscrit, parfois, comme c'est le cas du manuscrit de Desmarets, est parfois abusivement qualifié d'archive, parce qu'en effet, se trouvant dans un fonds d'archives privé, et en l'occurrence de façon totalement disparate et dispersée, donc en effet, il était très difficile d'affirmer au moment où on ouvrait la boîte, et voici un manuscrit littéraire. Il s'agissait de multiples papiers. Alors je vous ai sorti un petit aperçu de à quoi ressemblaient les cartons et les dossiers du fonds VDC 130, donc un fonds qui possédait une cotation au moment où je suis arrivé à Compiègne, mais qui n'avait jamais fait l'objet d'un inventaire complet et encore moins d'une introspection de la part des bibliothécaires qui s'étaient succédés. Et pourtant, j'ai estimé la date d'entrée de ce fonds à environ 1880, d'après quelques petites coupures de presse qui l'accompagnaient. Alors, comme vous pouvez le voir, dans le premier dossier, on a copie de 2 lettres de Louis XVIII, des pièces relatives à l'arrestation et l'exécution du duc d'Enghien, des lettres de Moreau,
Copie d'une déclaration de Lascaz au sujet du mémorial de Sainte-Hélène, copie de la renonciation d'une religieuse à ses biens de 1654, des mélanges philosophiques et philosophiques, lettres dont datées du fils de Pierre Desmarais, etc., etc. Et puis peu à peu, on voit apparaître en effet des choses, notices politiques, phrénologiques, brouillons de lettres, Don Quichotte, chapitres, notices sur la vie et les ouvrages de Cervantes, notice notamment sur l'abbé Grégoire, sur lequel je reviendrai. Et puis enfin, dans un deuxième dossier, nous avions un manuscrit intitulé L'île du refuge, des notes, conservatoire des arts ou détails de curieuses inventions, notes, prolongation de la vie, moyen de faire de l'or et de l'argent. Là, je commençais à moins bien comprendre, hein, pour être honnête. Et puis, dans un autre dossier, nous avions la prévision, chapitre d'un roman inachevé, bataille de hordes nomades. Et ensuite, également, manuscrit d'un roman intitulé Mon voyage au centre de l'Afrique. En fait, la plupart des notes que je viens de vous citer faisaient partie d'un seul et même ensemble, mais elles étaient complètement dispersées, parce que si le reconditionnement des documents avait bien été effectué au cours des décennies précédentes, parce que rappelons que la bibliothèque de Compiègne a connu une histoire un peu mouvementée, hein, entre 1900 et 2000, date à laquelle elle a fait l'objet d'une complète rénovation. Et il y a eu entre-temps la Première Guerre mondiale et le bombardement de ces collections par l'aviation allemande, je crois que c'était en 1917. Donc une partie des collections avait brûlé d'ailleurs à cette occasion. Donc retrouver dans un certain sens, le manuscrit, enfin les papiers des Marais dans cet ordre, dans ce désordre-là, n'était pas étonnant en soi. Ensuite, il manquait l'élément le plus important, c'était bien entendu identifier la personne, identifier l'auteur de ces archives, parce qu'évidemment, il n'y avait rien de marqué sur Pierre-Marie Desmarais. Cela, bon, ça a été relativement aisé parce qu'il y avait plusieurs enveloppes à l'intérieur du fond avec son nom et son adresse. Donc, j'ai vite compris de qui il s'agissait. Et les hasards faisant bien les choses, mon confrère Charles-Éloi Vial, dont je salue la présence parmi nous ce soir, était présent au moment où j'avais commencé à ouvrir les cartons en question. Et il est allé répéter la chose, comme quoi c'était bien les papiers de Desmarais, à un autre historien qui est Emmanuel de Varesquiel, qui préparait à l'époque sa brillante biographie consacrée à Fouché. Sachant que Desmarais était l'un des adjoints de Fouché, comme nous le verrons un peu plus tard, eh bien, Emmanuel de Varesquiel a été le premier historien à confirmer mon intuition qu'il s'agissait bien de papier de Pierre-Marie Desmarais, mais il était un peu déçu parce qu'il n'y avait aucun rapport de police, il n'y avait aucune note de fiche ou quoi que ce soit d'autre, parce que, en effet, Pierre-Marie Desmarais, en 1814, vous l'imaginez bien, a fait disparaître la quasi-totalité de ses papiers relatifs à son activité de policier. En revanche, il y avait bien des fragments, dont certains inédits, des témoignages historiques, ses mémoires, et puis cette masse de papier, et enfin en deuxième partie, je ne vous ai pas mis tout l'inventaire, mais la deuxième partie de l'inventaire, c'était des papiers privés, la façon dont il avait géré ses propriétés, et ceci dit, c'était très intéressant en soi de voir comment quelqu'un qui était d'origine extrêmement modeste avait pu, grâce à ses bons et loyaux services sous l'Empire, devenir un petit propriétaire terrien, sans doute bien plus rapace et bien plus dur en affaires qu'un seigneur de l'époque. Il avait notamment racheté plusieurs biens appartenant à la famille de Gouy d'Arcy, ce qui m'avait d'ailleurs permis de trouver d'autres papiers en lien avec cette famille, et ce qui a donné par ailleurs les hommes d'honneur en 2019, un peu en parallèle de ce livre. Donc voilà pour la découverte en soi, mais il est évident que
étant directeur d'établissement, je n'avais pas, que je venais juste de prendre mes fonctions en 2016, je n'avais pas beaucoup de latitude pour me plonger à corps perdu dans ces papiers. Lorsque Emmanuel de Varesquiel m'a dit qu'il n'avait rien trouvé de très intéressant, je l'ai cru sur parole, évidemment, sachant en plus que le pauvre intervenait sur des papiers non classés. Donc il s'est passé à peu près 1 an, 2 ans, quasiment 2 ans avant que je rouvre les cartons en me disant je vais quand même regarder ce qu'il y a dedans et les classer une bonne fois pour toutes. Alors évidemment, ce qui me dissuadait un peu, c'était l'état général des papiers, hein, comme vous pouvez le voir. Et je savais que si on se lançait dans ce travail, il s'agissait de mettre de reconstituer un fond qui était complexe, ne serait-ce que par l'aspect matériel. Vous avez vu des petites notules. Il y en a comme ça des dizaines et des dizaines, et parfois donc attachées à d'autres papiers. Le moindre petit bout de papier, alors souvent en plus, très difficile de mettre de pouvoir reclasser une facture sur laquelle Pierre-Marie Desmarais avait pris par exemple des notes sur telle tribu africaine. Parce que la facture avait un lien évidemment avec la gestion de son patrimoine immobilier, et en même temps c'était très intéressant ce qu'il écrivait, parce que vous allez voir qu'il avait une vision déjà très développée en ethnographie et en anthropologie. Donc souvent c'était assez compliqué, et puis il y avait ces papiers assez bizarres, vous avez pu voir prolongation de la vie, comment faire de l'or et de l'argent, et donc le chartiste avoue toujours aussi avoir suivi des mauvaises pistes. Pour moi, dans un premier temps, Pierre-Marie Desmarais était quelqu'un qui s'était intéressé à l'occultisme comme des dizaines et des dizaines de personnes de son temps, et cela aurait pu en rester là. Sauf que en classant les papiers, je dirais pièce après pièce, parce qu'on n'avait pas vraiment le choix, je me suis rendu compte qu'il y avait un prénom qui revenait régulièrement, et ce prénom c'était Isidore. Donc j'ai pu comprendre qu'il y avait un personnage qui courait un peu à travers le fond d'archives, et qui constituait une sorte de fil conducteur pour certains papiers, ce qui m'a permis de réunir un certain nombre de chapitres. Et là j'ai vu qu'en fait ces chapitres qui étaient certes je dirais, constituait une sorte de petites nouvelles, parce que sur le coup, j'ai cru aussi que Pierre-Marie Desmarais avait écrit des nouvelles, je dirais, on va dire, un peu dans le style de Charles Nodier, et totalement indépendantes les unes des autres, et en fait que ces nouvelles se complétaient, et qu'il y avait une sorte de cycle d'écrits sur quelque chose qui se passait dans un pays non identifié, dans lequel le narrateur parlait d'inventions merveilleuses qu'il avait découvertes. Donc en effet, là, je me rends compte qu'on passe quelque part ailleurs, dans une autre dimension qui n'est plus celle, évidemment, des papiers purement fonctionnels d'un petit notable du département de l'Oise du début du XIXe siècle. J'avais mis à part les fragments des témoignages historiques connus ou inédits, donc qui constituait la mémoire du personnage, et puis il y avait cette masse de pensées, parfois des traductions aussi, ce qui m'a longtemps un peu inquiété, en me disant, en fait, peut-être que Desmarais a traduit un texte ou recopié un texte qui ne lui appartenait pas. Je me suis rendu compte qu'il avait été, par exemple, traducteur de Jonathan Swift. Donc, évidemment, l'histoire de son personnage, qui d'ailleurs tient énormément, je dirais, à la façon de voir de Swift, hein, et je crois que Desmarais est un auteur qui se situe beaucoup plus dans la lignée de Swift que de Voltaire, par exemple. Nous aurons l'occasion d'y retourner. Eh bien, je me suis dit peut-être que Pierre-Marie Desmarais avait tout simplement traduit. Alors j'ai regardé toutes les œuvres de Swift pour voir s'il y avait en effet des traductions comparables ou avec des morceaux
de phrases. Donc heureusement, Dieu merci, l'ossérisation existe, ce qui permet quand même de faire des comparatifs assez facilement. Et non, en effet, les textes que j'avais sous les yeux, mis à part les traductions des aphorismes de Swift, que j'ai retrouvés par ailleurs, étaient totalement inédits. Et donc j'ai bien pu, à partir de ce moment-là, identifier un premier morceau de ce manuscrit. Et je croyais que ça s'arrêtait là. Et puis là, en continuant à classer, notamment ces chapitres intitulés « Bataille de hordes nomades » ou « Mon voyage », etc., eh bien, je me rends compte que c'est le même personnage qui parle, c'est toujours le même narrateur. Donc, en fait, le roman avait deux parties. Une partie qui se situe dans l'Afrique connue du début du XIXe siècle, et une partie qui se situe dans une Afrique inconnue, totalement inventée par Pierre-Marie Desmarets. Et malheureusement, il manque, et il manquera toujours, le moment où le personnage franchit la frontière. C'est le seul élément qui manque encore dans ce manuscrit, qui reste d'une certaine manière inachevé. Et pourquoi reste-t-il inachevé ? Eh bien, tout simplement parce que Pierre-Marie Desmarets n'a pas eu le temps physiquement de mettre un point final à son œuvre. En 1832, il a contracté le choléra. Il meurt en même temps que son fils aîné médecin qui avait essayé de le soigner, qui a contracté la maladie. Donc ça évoque des choses quasi contemporaines aujourd'hui. Donc Pierre-Marie Desmarets est mort et certainement son deuxième fils s'est hâté en 1833 de fermer les dossiers de son père, de donner à publication chez Levavasseur la partie totalement mise au net des témoignages historiques. Et je pense que le roman de son papa, il n'y a absolument rien compris parce qu'il était dans une sorte de degré d'inachèvement qui ne permettait pas de le confier à l'époque à un éditeur et encore moins à un imprimeur. Cela rappelle une nouvelle célèbre de Borges qui consiste justement à parler d'un général chinois qui aurait laissé un roman totalement labyrinthique et incompréhensible à sa mort. On est exactement dans la même construction, je dirais, littéraire de la redécouverte de ce manuscrit, parce que nous avons affaire en effet à une sorte de labyrinthe au départ qu'il a fallu reconstruire et se rendre compte en effet qu'il y avait des parties manquantes. Et donc, malheureusement, qu'il allait falloir faire aussi avec ces vides. Mais la vie de Desmarets et son parcours, les notes très nombreuses qu'il a laissées, nous permettent de comprendre et de redonner une logique à ce récit, sans, je l'espère, le trahir tout à fait. Alors, évidemment, je crois que vous brûlez tous de savoir maintenant qui est Pierre-Marie Desmarets. Je vous en ai dit un peu, mais pas assez sur sa personnalité. Voici le seul portrait que l'on connaît de lui, qui je crois est encore d'ailleurs en main privée, qui a été peint par Cibot. Portrait très intéressant. D'un homme, on voit d'une stature assez modeste, qui a placé le buste de Napoléon sur son bureau. En effet, il vit dans une sorte, non pas de dévotion de Napoléon ni de culte, mais de reconnaissance envers l'empereur pour avoir sauvé l'œuvre et l'entreprise révolutionnaire. Parce que Pierre-Marie Desmarets, premièrement et avant toute chose, c'est un jacobin. Et il est resté jacobin à peu près toute sa vie. Il n'a jamais renoncé, il n'a jamais renié ce qu'il avait été sous la Révolution. Et donc, je vais vous donner quelques indications concernant son parcours. Il est né le 11 mars 1764, selon le registre de baptême de Compiègne, donc de l'église où il a été baptisé. Il est le fils d'un petit artisan potier. Et donc, on sait qu'il appartient déjà à une sorte de bourgeoisie urbaine en voie de progression sociale. Et son père a tout de suite de très grandes ambitions pour son fils, parce que, voyant l'intelligence de ce dernier, il réussit à lui obtenir une bourse. Et donc, voici Pierre-Marie Desmarets, à l'âge de 10 ans, à la fin
début du règne de Louis XVI, il devient pensionnaire du collège Louis le Grand à Paris. Et donc là, évidemment, il va fréquenter un certain nombre de personnalités qui vont être amenées à jouer un grand rôle, notamment sous la Révolution, dont un certain général Lahorie, qui va devenir un de ses condisciples. Et donc Pierre-Marie Desmarets apprend évidemment les humanités et devient, je m'en suis rendu compte en consultant ses papiers, un solide latiniste, hein, parce que lorsqu'il s'ennuie, eh bien, il fait du thème latin. Et par exemple, il va traduire une partie de l'histoire des Indes occidentales de l'abbé Raynal en latin. Donc, ça bien après, pendant sa période de retraite forcée après 1815. Hein, donc on voit quand il s'ennuie un peu, eh bien, il fait du thème latin. Et donc sa carrière est évidemment toute trouvée puisqu'il est qu'il est d'origine modeste. Donc eh bien, on va lui trouver un revenu comme membre du chapitre de la cathédrale, si je ne me trompe pas, d'une abbaye Saint-Martin de Tours. Et donc, il va être plus ou moins ordonné, mais en réalité, il ne reçoit pas, il reçoit les ordres mineurs, mais en aucun cas les ordres majeurs. Malgré tout, il restera sa vie durant connu sous le nom, évidemment, du Père Desmarets. C'est un des surnoms qu'on va lui donner, notamment sous l'Empire. Et lorsque j'avais parlé de lui à Jean Tullard, il m'avait tout de suite dit « Ah oui, le Père Desmarets, c'est un sacré personnage, mais on n'en sait finalement pas beaucoup. » Et en effet, c'est-à-dire que le nom en soi est relativement courant, surtout dans le nord de la France, et il a des homonymes, notamment un commissaire de la République qui va sévir du côté de Bordeaux pendant la Terreur, et pendant très longtemps, on va penser que c'est ce Desmarets-là. On a même un Desmarets qui est assistant du bourreau Samson. Eh bien, des personnes bien intentionnées vont confondre ce Desmarets-là avec notre Desmarets en disant que pendant la Révolution, son plus grand plaisir était d'aller guillotiner les gens. Donc oui, en effet, on le voit, et d'ailleurs il va traîner cette réputation de jacobin de Compiègne pendant très longtemps, mais au contraire, contrairement à beaucoup de personnes qui vont s'en défaire ou tenter de se justifier, lui ne va jamais, absolument jamais, revenir sur cette partie de sa vie qui est en effet le début de la Révolution et son entrée chez les Jacobins, en l'occurrence les Jacobins de Compiègne. Et il va donner sa personne, d'ailleurs vous pouvez voir juste avant le précis du siège de Valenciennes auquel il participe comme volontaire et dans un bataillon qui n'est pas celui de son département, celui de la Charente, qui montre qu'en fait effectivement il a un parcours parfois très difficile à tracer. Parce que déjà l'orthographe du nom n'est pas, évidemment, n'est pas fixée à cette époque-là. Donc on le voit d'un côté de l'Oise, une fois à Paris, une fois dans le bataillon de la Charente, et il se retrouve à Valenciennes, où il va notamment animer une sorte de feuille qui va avoir très peu d'exemplaires, destinés à encourager, à faire de la propagande pour les défenseurs de la place de Valenciennes, qui capitule néanmoins en 1793. Et il va donner très peu, finalement, même s'il défend la Révolution, on aura l'occasion de se rendre compte, il donnera très peu d'éléments et de souvenirs, et j'ai retrouvé ces lignes très émouvantes, où des années plus tard, lisant les esquisses de Nodier sur la Révolution, il confie au papier « Je ne me doutais guère dans le temps que là où je me trouvais, ce que je voyais c'était de l'histoire. Bien plus, matière à drame et à roman futur. Je vais déduire naïvement la série des circonstances que j'ai vues de mes yeux dans cette matière terrible, toute curieuse, qu'elles sont certainement rapportées nulle part. On ne sent pas la portée des choses. » Et donc là, en fait, c'est la première étape de Desmarets en tant qu'historien. On sent qu'il a un projet, certainement, d'écrire quelque chose sur ses souvenirs révolutionnaires, qui ne va pas mettre qui ne va pas mettre
va pas mettre à profit, pardon. En revanche, il va écrire les témoignages historiques qui sont une défense de l'héritage révolutionnaire dans le contexte très troublé des premières années du consulat et des campagnes napoléoniennes. Et donc, cette portée des choses va littéralement l'obséder, je pense, parce qu'on retrouve la dimension de l'homme perdu dans l'histoire, dans nombre de ses pensées, y compris sur la police, où il dit finalement, j'étais là un peu comme un soldat au front, je ne distinguais pas grand-chose dans la fumée, et même encore aujourd'hui, la hauteur lui manque pour pouvoir donner un point de vue historique qu'il estimerait, je dirais, juste. Ça, c'est très intéressant parce que cela, déjà, d'abord, il faut rappeler que nombre de Jacobins n'ont pas dépassé l'année 1794. Les plus grands ont été purgés les uns après les autres. Eh bien, Desmarets, c'est l'un des rares que l'on a qui, d'ailleurs, ne renonce pas à ses convictions et qui, même s'il est extrêmement peu disert sur la période, dit des choses toujours extrêmement forte et extrêmement juste sur son engagement révolutionnaire. Par exemple, il est l'un des premiers à dire, alors que dans les campagnes de la Restauration, notamment campagnes de presse, il est de bon ton, bien sûr, de flétrir le phénomène révolutionnaire, de donner des récits très larmoyants. Il dit, mais tout ça est faux, nous n'avons pas à rougir de l'histoire telle que nous l'avons vécue et surtout telle que nous l'avons faite. Aux personnes qui disent oubli et pardon, pour moi, il n'y a pas ni oubli ni pardon d'une certaine manière. Donc il est resté révolutionnaire jusqu'en 1832, jusqu'à la fin de sa vie. C'est suffisamment rare pour être mentionné, sachant que beaucoup d'entre eux qui ont réussi à s'en sortir, vont écrire pour certains des lettres à Louis XVIII pour minimiser leur rôle. Desmarets, jamais. Et ça, au moins, il faut les reconnaître. Il n'a jamais été, je dirais, il n'a jamais suivi, il ne fait pas partie des girouettes. Alors, évidemment, cela va nuire à sa réputation. Pendant très longtemps, c'est le portrait. C'est son portrait officiel, même si c'est un David. David n'a jamais dit de qui il s'agissait, il a marqué le policier de l'empereur. Et donc pendant très longtemps, on a considéré que c'était le portrait de Desmarets, donc un personnage un peu à la mine sournoise, qui a une sinistre réputation, et pour cause, il s'occupe de la haute police. Alors, comment est-il arrivé évidemment au poste en question ? Eh bien, il faut revenir brièvement au contexte du coup d'État de Brumaire par Napoléon Bonaparte. Joseph Fouché est, bien entendu, confirmé dans ses fonctions de ministre de la Police. Et on se rend vite compte que ce ministère de la Police, qui a été créé sous le Directoire, est en fait une sorte de coquille vide. Il a assez peu de moyens. Le réseau royaliste en face de lui, il y a beaucoup plus d'agents et beaucoup plus de renseignements et beaucoup plus de personnes, de correspondantes, d'agences de correspondance, à la fois en France, à Londres, à Bâle, jusqu'à Saint-Pétersbourg en réalité. Et que ce ministère de la Police est totalement dépourvu de moyens. Et donc Fouché reçoit d'une certaine manière, non pas une carte blanche, ce n'est pas du tout la façon de faire de Napoléon, mais reçoit une certaine liberté pour reconstituer des équipes qui vont permettre à la fois de lutter contre deux fronts, le parti royaliste et, on va dire, le parti jacobin, en réalité les ultra-jacobins, dont Desmarets d'ailleurs n'a jamais fait partie, même si on voit dans les notes qu'il laisse, il a souvent regretté de devoir, enfin du moins il estimait que cela ne constituait pas un danger, mais dans la structure mentale et politique que le premier consul est en train de mettre en place en France, il lui faut une extrême gauche et une extrême droite à combattre, de manière à pouvoir faire consensus avec la partie de la majorité, c'est-à-dire les modérés de part et d'autre, qu'ils soient républicains ou monarchistes. Évidemment, il y a la lutte contre le renseignement ennemi et le contre-espionnage sur le territoire même, le fichage des personnes. Donc,
Tout cela, Fouché va le lancer avec des moyens extrêmement faibles hein, et parfois un peu dérisoires, mais il est aidé en cela par plusieurs conspirations et plusieurs moments forts du début du consulat. La conspiration des poignards, on sait qu'elle a été un peu inventée hein, par les services de Fouché, mais elle lui permet de se débarrasser de Joseph-Antoine Aréna et donc du sculpteur Cheraki et du peintre Topino Lebrun. Donc, et puis surtout, il y a cet événement, je dirais presque fondateur de la police moderne française, l'attentat de la rue Saint-Nicaise, que vous voyez représenté ici par Charlet. Donc un attentat à la voiture piégée en plein Paris, qui fait de nombreuses victimes. Et là, Fouché parvient à remettre, je dirais, la main sur le réseau qui a été à la base, même à l'origine de cet attentat, dans un temps assez record. Et du coup, je dirais, son savoir-faire en la matière devient, je dirais, presque légendaire. Et c'est un peu l'idée qu'ils veulent insuffler à leurs ennemis. Nous sommes plus redoutables que vous, nous savons tout de vous. Et Desmarets, en tant que policier, va l'admettre hein, dans des notes. Il nous a laissé, là aussi, c'est le seul policier qui va nous laisser une sorte de bréviaire philosophique de la police, qui estime finalement que cette police n'était pas aussi redoutable, mais ils l'ont laissé penser qu'elle l'était. Il le dit. Il faut dire quelque chose de cette police dont on a fait un instrument redoutable. Certes, elle fut active et dévouée, mais elle a été purement défensive. Elle avait assez à faire. Elle a veillé à conserver sans troubler l'intérieur, mais elle n'a point attaqué au dehors. Elle n'a jeté aucun brandon de trouble chez les autres. Elle a dénombré et tenu contrôle des ennemis de sa personne. Donc dénombré et tenu contrôle, ça veut dire évidemment qu'elle a fiché. Si, soit malheur des temps, soit de votre position, vous êtes entouré d'ennemis et d'embûches, la police devient une nécessité qui naît des temps et de votre position. Et alors, tout comme vous assemblez des armées pour la guerre, 3 petits points, mais n'allez pas la conserver une fois établie. Quand même pas mal de la part du policier qui était vraiment en charge de la partie la plus politique du ministère. Lui, il prône la suppression pure et simple de l'organisation à laquelle il appartenait. Organisation d'ailleurs qui, on va le voir, a pas mal muté à travers le temps. Ce n'est pas un ministère qui n'est absolument pas figé et qui répond finalement à une certaine urgence de la situation. Le ministère est très différent. Là, ici, c'est sa composition en 1800. Voici la composition en 1809. Je suis désolé pour la qualité de la reproduction de mon organigramme. Vous pouvez admirer ma magnifique écriture manuscrite. Mais donc, en gros, donc notre ami Desmarets, dans un premier temps, se trouve ici, au bureau particulier. Et dans un deuxième temps, on le retrouve il a changé de nom. Cette fois-ci, il coiffe toute une division, la division de la sûreté. Et en plus, il est non seulement responsable de certain nombre d'agents, mais aussi du bureau de rédaction des bulletins. Voilà. Donc, agent intérieur et extérieur, hein, évidemment, parce qu'il s'occupe autant, je dirais, de lutte contre les opposants politiques à Napoléon sur le territoire français, mais on le voit aussi très attentif à ce qui se passe dans les territoires voisins de l'Empire, voire dans les nouveaux départements, évidemment. Et donc, il va suivre un certain nombre d'affaires, notamment les fameux nationalistes allemands qui commencent à arriver, notamment à Paris, à partir de 1809-1810, et dont certains, le projet, c'est assassiner Napoléon. Alors, voilà, donc un petit extrait de ce que je vous ai lu sur la lucidité de Desmarets sur la police, hein, active et dévouée, mais purement défensive. Donc, voilà déjà pour présenter un personnage qui, on le voit, est finalement là où on ne l'attend pas, hein, donc une personnalité qui va être
extrêmement active entre 1800 et 1815. Hein. D'ailleurs, le titre de ces témoignages historiques, c'est 15 années de haute police sous Napoléon. Et on voit qu'il a beaucoup réfléchi sur cette période après 1815. On est flatté, étonné par l'immensité des choses que l'on sait ou que l'on fait, mais il y a bien du creux là-dedans et des fouillis recouverts. La société, ce mystère plus grand que celui de la Trinité. Il y a toujours dans la plus belle et la plus savante des batailles des moments, et ces moments sont d'une demi-heure, d'une heure où le général ne sait pas ce qui se passe dans son armée. Là aussi, c'est la surprise de découvrir ces pensées, parfois jaillies d'un seul trait de plume, qui nous donne finalement accès à l'esprit même du policier qui était Desmarets, et qui avoue, c'est rare, parce que tous, dans la plupart du temps, dans leur mémoire, soit minimisent leur rôle, soit se glorifient d'actions auxquelles, évidemment, ils ont pris part, mais dont ils ne sont pas toujours responsables entièrement. Pour lui, Desmarets, eh bien, il y a en effet cet aspect dont Stendhal, évidemment, va nous parler dans La Chartreuse de Parme. C'est la solitude du soldat qui ne sait plus trop ce qui se passe sur le terrain. Et Desmarets l'avoue dans ses notes. Il se trouvait dans une situation où il était le fantassin de base, et de ce fait, et là il arrive à un raisonnement quand même assez intéressant et aussi un peu perturbant. Pour lui, finalement, les conspirations ne sont que peu de choses. Et tout l'intérêt réside, pour un État, réside à faire de certaines conspirations des éléments importants pour justifier de sa politique, mais elles ne sont en aucun cas en état de menacer l'ordre établi. Et on a presque envie de lui donner raison, même lors de la pire des conspirations à laquelle il a pu être mêlé, et pour le coup, il ne l'a pas anticipé, c'est-à-dire la conspiration de Mallet. Donc ce général qui, en octobre 1812, essaye de profiter de l'absence de Napoléon et des rumeurs que les choses se passent très mal en Russie pour prétendre que l'empereur est mort, proclamer la République à Paris, et donc faire une sorte de coup d'État en prétendant, alors il sortait d'un asile d'aliénés où il avait été enfermé, et en prétendant que le Sénat le suivait, qu'il avait des ordres du gouvernement pour cela. Et un certain nombre de personnes l'ont suivi sans se poser de questions. Desmarets a fait partie des personnes qui ont été arrêtées immédiatement par le groupe de Mallet, et l'ironie du sort veut que la personne qui a arrêté Desmarets, c'est Lahorie, son ancien condisciple de Louis le Grand. Donc évidemment, c'est un épisode assez haut en couleur dans sa vie, sur lequel on va dire, il ne va pas trop s'attarder non plus dans les témoignages historiques, d'autant plus que c'est un peu incompréhensible qu'il l'ait raté, parce qu'il avait suivi l'affaire Mallet de façon très, je dirais, pointilleuse lors de la première affaire, celle qui avait éclaté en 1809, où le général avait été signalé comme étant une personne extrêmement, je dirais, perturbée, et donc qui prétendait déjà avoir le soutien de sénateurs pour faire un coup d'État contre l'empereur. Et là, à cette époque-là, Desmarets avait justement donné une sorte d'explication sur le comportement de Mallet, en expliquant que c'était celui d'un fou et qu'il n'y avait rien de plus à aller voir. Donc là, pour une fois, on peut dire que sa tendance, je dirais presque naturelle, à minimiser les choses a pu lui porter préjudice. Néanmoins, il passe là aussi à travers, je dirais, les différents ministres de la police. C'est très intéressant de le voir. Fouché a fait appel à lui en 1799 parce que c'est un ancien jacobin. Clairement, les anciens réseaux qui ont primé à cette époque-là. Entre 1795 et 1799, Desmarets est brièvement employé dans l'administration militaire. On voit qu'il a essayé de se faire oublier. Il a quitté Paris très volontairement pour ne pas être compris dans les purges directoriales. Et il a fait plutôt un beau mariage. Il a épousé la fille donc d'un membre du directoire suisse, donc de la République helvétique. Et donc d'ailleurs
là encore, la rumeur sera très méchante, puisque comme lui étant un ancien abbé, on prétendra que son épouse est une ancienne bonne sœur. Donc, pour dire que le couple était bien assorti, ce qui est évidemment faux. Le couple a 2 enfants, 2 garçons. Et dès cette époque-là, comme Fouché, Desmarets fait des opérations immobilières du côté de Compiègne. On le voit racheter d'ailleurs des fermes appartenant à l'ancienne aristocratie et se constituer un petit capital. Et donc, grâce à ce capital, d'ailleurs, il est nommé chevalier d'Empire, puisque la noblesse d'Empire est d'abord, avant tout, adossée à un revenu. On ne peut pas être noble si on ne justifie pas de revenus suffisants. Donc le chevalier Desmarets passe à travers les ministères, c'est-à-dire qu'il survit à la chute et à la disgrâce de Fouché entre 1809 et 1810, et donc il va servir Savary entre 1810 et 1814. En 1814, évidemment, il est immédiatement suspendu de ses fonctions. D'ailleurs, je n'ai pas retrouvé exactement qui l'avait remplacé à la même... on va dire, il n'y a pas vraiment eu de vrai remplaçant, parce que là aussi, le régime a changé avec la Restauration, et donc la façon d'organiser les bureaux a forcément changé aussi, et c'est là qu'une grande partie, bien entendu, de ces archives disparaissent. Et il revient au 100 jours en tant que député de la fameuse chambre de mai que Napoléon avait convoquée. Et donc, il va rester très peu de temps député, donc le temps des 100 jours. Et il va encore s'occuper d'une affaire, là aussi d'un déséquilibré qui s'appelle La Sala, qui tente de faire exploser une bombe au passage de Napoléon et qui réussit à se faire sauter tout seul. Donc, on voit que Desmarets d'ailleurs avait repris immédiatement ses fonctions à la fois comme policier et comme député, qu'il n'avait pas vraiment fait la part des choses parce que la sécurité de l'empereur le préoccupait. Et donc pendant 15 années, il va vivre avec ce double souvenir, cette ombre de Napoléon et de cette ombre de la Révolution, et ce qui va amener évidemment une certaine, je dirais, licence d'écriture avec la constitution évidemment progressive de ses mémoires. Mais alors les mémoires de Desmarets sont très particuliers parce qu'en fait ce ne sont pas vraiment des mémoires, ce sont des analyses plutôt politiques, parfois historiques, extrêmement intéressantes d'événements découpés en chapitres. Donc par exemple l'assassinat de Paul Ier, la disparition mystérieuse de Lord Bathurst. Donc là on voit qu'en fait il use à la fois de sa mémoire et qu'il a certainement gardé des papiers qui malheureusement n'étaient plus dans le fond lorsque je l'ai reclassé. Mais évidemment, les témoignages historiques sont de toute première importance pour comprendre un peu les luttes d'influence souterraines qui ont pu avoir lieu dans toute l'Europe. Parce que là aussi, c'est intéressant, il ne s'arrête pas aux frontières de la France, il donne aux témoignages historiques une dimension européenne, c'est-à-dire celle de l'Empire, évidemment. Donc voici la page de titre des témoignages historiques dans la version de 1833. Et puis, donc, il y a ce mystérieux empire savant qui constituerait, d'une certaine manière, l'autre face. C'est un peu comme une pièce de monnaie. L'autre face de Desmarets, à celle du policier qui défend la mémoire de Napoléon et de la Révolution dans un ensemble de chapitres plus ou moins ordonnés, va suivre un récit absolument baroque, très inspiré à la fois du Quichotte de Cervantes, de Jonathan Swift, des contes philosophiques de Voltaire, pour déboucher sur quelque chose qui n'existe pas encore à cette date et qui est en effet je dirais, le principe de la science-fiction, notamment à travers je dirais, une sorte d'inventaire, de catalogue d'inventions qui, on va se rendre compte, en fait, ou du moins une sorte de prémonitions d'inventions vont se vérifier, pour la plupart d'entre elles, tout à fait justes, mais qui partent de son constat et de son regard de policier sur la société, ce grand mystère, comme il le disait si bien. Donc,
Une fois que le manuscrit avait pu être, comme je vous l'ai raconté, être remis en ordre, eh bien voilà, nous avons un récit en plusieurs temps. Tout d'abord, les péripéties barbaresques, la traversée de la Méditerranée, parce qu'en fait le voyage commence à ce moment-là. Ensuite, le départ de la caravane dans laquelle se trouve le narrateur pour, soi-disant, le Caire, mais qui arrive en plein milieu de l'empire du Bornou. Un pays imaginaire, un premier, la Pindalie, et enfin le fameux empire savant, auquel il n'a pas donné de nom d'ailleurs. Et ce récit en plusieurs temps s'inspire, on l'a vu, de son expérience personnelle de révolutionnaire et d'homme, je dirais, un peu omniscient, parce que c'est là le plus intéressant, c'est que Pierre-Marie Desmarets, hormis Valenciennes, hormis quelques missions en dehors de Paris à l'époque, et puis son passage à l'armée des Alpes, n'a quasiment jamais voyagé de sa vie. Il a entièrement imaginé son voyage dans l'Afrique à partir des maigres récits de voyage qu'on avait à l'époque. Je ne suis même pas sûr et certain, parce qu'il n'apparaît à aucun moment dans ses notes, qu'il ait entendu parler de l'expédition de Caillé à Tombouctou en 1829, dont le récit va paraître peu de temps après. Et qui d'ailleurs, chose incroyable, Caillé, lui, fait ce que le narrateur du roman de Desmarets réalise, c'est-à-dire qu'il se déguise en pèlerin pour l'Empire du Mali, et il a appris les langues, il a appris l'arabe littéraire pour se faire passer pour un savant, pour un sage. C'est exactement ce que fait le narrateur de l'Empire savant. Et donc, en revanche, là où Desmarets admet je dirais une sorte les sources de sa réflexion, c'est les voyages de James Bruce, donc, qui est un explorateur très controversé du XVIIIe siècle, qui s'était mis en tête de découvrir les sources du Nil. Rappelons que les sources du Nil ont été quand même découvertes assez tardivement. Et donc le voyage de James Bruce, le voici. Donc il est parti de l'Égypte, il a remonté donc le Nil, et puis il est revenu en effet par la pointe de Djibouti, puis vers le long de la mer Rouge, pour revenir ensuite en Égypte. Le narrateur, le héros de Pierre-Marie Desmarets, fait beaucoup plus fort. Donc lui, il se fait arrêter, enlever par des pirates en Méditerranée, réduire en esclavage. L'esclavage est une thématique sur laquelle je reviendrai un peu, parce que Desmarets est excessivement sensible. Donc il se fait réduire en esclavage dans un bagne à Tunis. Il réussit, à la force de son intelligence et parce qu'il maîtrise l'arabe, à sortir de ce bagne, à rejoindre une caravane qui part du Maroc pour aller au Caire, et quelque part dans le désert, donc dans le Fezzan, eh bien, il oblique vers le sud, et là, donc, son personnage se met au service d'un premier seigneur de la guerre qui s'appelle, pour le coup, imaginaire, Chamen al-Kaboui, mais qui est inspiré de personnalités qui ont tout à fait existé, qui a, nous dit Desmarets, remis sur le trône l'empereur du Bornou, mais qui n'a pas voulu exercer lui-même le pouvoir impérial. Là, il y a une très intéressante analyse de Desmarets sur le pouvoir et l'islam, et notamment le fait que le fameux chef de guerre Chamen préfère de très loin être mentionné comme docteur de l'islam plutôt que comme chef de l'État, parce qu'il arrive à contrôler beaucoup plus efficacement ses troupes et avoir une puissance bien plus importante que l'empereur du Bornou. Eh bien, cette caravane, à travers le désert, est déjà une multitude de réflexions de la part de Desmarets, à la fois sur l'environnement, sur la société qui se forme dans la caravane, et sur la multiplicité aussi des ethnies qui la composent. Et donc là aussi, c'est intéressant, parce que Desmarets est loin de simplifier. Pour lui, il n'y a pas les Africains d'un côté et les Nord-Africains de l'autre. Il y a différentes ethnies, et il y a aussi différentes sensibilités religieuses. C'est sans doute le premier penseur
occidentale a repéré le wahhabisme comme source de problèmes à venir dans l'islam contemporain. Il le dit notamment dans sa description de la caravane. J'ai oublié bien sûr de repérer la bonne page, mais donc à un moment donné, il dit qu'il y a un problème dans la caravane parce que voilà, l'esprit d'Achmet, donc le chef de la caravane, nourrissait un grave sujet d'inquiétude et d'alarme pour le sort de notre caravane. Il croyait avoir découvert un wahhabite. C'est à peu près comme si en haute mer, on entendait tout à coup parmi la cargaison d'un navire le bruit d'un serpent à sonnette. Il n'est que trop vrai qu'un de nos marchands d'Arabie était de la secte de Wahhab, qui trouve impie que les musulmans ajoutent après le nom de Mahomet la formule « Dieu le salue ». Ceux-ci trouvent que c'est plus poli pour leur prophète, cela que c'est malséant pour leur Dieu. Peut-être cette question de point d'honneur n'est-elle guère raisonnée de part ou d'autre, mais les deux parties s'y entendent assez pour se détester jusqu'à l'extermination, ce qu'il fallait au nouveau prophète Wahhab et ses amis pour se former une puissance. Donc ça, c'est écrit en 1820. À cette époque-là, Wahhab, donc celui qui va donner lieu à la formation de la dynastie actuelle sur le trône d'Arabie Saoudite, c'est encore un chef de guerre relativement ignoré, mais évidemment, Desmarets savait dès 1803, par les rapports qui lui venaient de Bagdad et d'ailleurs, qu'il y avait des sources, enfin il y avait des guerres extrêmement violentes qui se livraient en Arabie, justement par le fait des tribus qui vivaient au centre de l'Arabie et qui remontaient vers Bagdad à cette époque-là. Donc en fait, les informations qu'il nous donne aussi sur la caravane et sur l'environnement général qui se trouve au-delà du Fezzan, eh bien c'est aussi d'une certaine manière une transposition des renseignements qu'il avait pu obtenir à l'époque, tout simplement en faisant de la compilation de documents au ministère de la police. Et ça, son caractère ne l'a pas trahi à aucun moment. Et puis, donc, une fois que son personnage est à la cour du Bornou, eh bien, c'est là qu'il manque des éléments encore. Donc, on comprend qu'il épouse une esclave, enfin qu'on lui offre une esclave qui s'appelle Pinda et qu'il obtient la permission de retourner dans le pays, donc d'où la Pindalie, dont elle vient, et que ce pays serait la porte vers un autre pays qui est la civilisation supérieure qu'il va imaginer. Donc, comme on peut le voir, et comme je vous en ai donné quelques aspects, je ne vous ai pas tout dit parce que je vous laisse le plaisir aussi de découvrir ce texte, l'Afrique d'Isidore, le narrateur de Desmarets, elle est telle qu'elle est et tout ce qu'elle n'est pas. Mais malheureusement, enfin, fort heureusement, nous avons aussi les notes de Desmarets sur l'Afrique, et c'est là que ça devient extrêmement intéressant, c'est parce que en fait, Desmarets est avant l'heure aussi à la lettre. Vous allez me dire, ça fait beaucoup pour une seule personne, mais c'est tout à fait vrai. Eh bien, un tenant de l'anticolonialisme. Et il a vite compris que les quelques comptoirs sur la côte ne suffiront pas aux appétits européens. Et donc, d'ici une quinzaine d'années, la colonisation de l'Afrique va commencer. Et donc, son roman se veut là aussi une sorte je dirais, d'avertissement à l'égard de ses contemporains sur le fait qu'ils se trompent profondément sur la nature du pays et notamment sur les Africains eux-mêmes, parce que, et c'est là aussi un discours qu'on va retrouver dans tout le roman, du moins dans sa partie, on va dire, je dirais, du voyage imaginaire, mais je dirais, dont la fiction pourrait s'apparenter à la réalité, eh bien, c'est le fait que la civilisation africaine propose des solutions à des problèmes qui sont à peu près les mêmes que les nôtres en Europe. C'est ainsi que, c'est-à-dire que Desmarets va systématiquement prendre le contre-pied. Ce qui apparaît barbare à un Européen n'est finalement qu'une transposition d'une solution que l'on a déjà en Europe. Et que rien n'est barbare, en réalité. Et c'est là où il nous donne, notamment, par exemple sur la monnaie, eh bien, il nous donne
une réflexion qui n'est pas sans appeler déjà la future ethnologie. Donc, par exemple, ce qu'il nous dit sur la monnaie africaine. La monnaie circule plus ou moins, mais le fond en existe, ainsi que l'usage présentatif. Il n'en est pas ainsi pour l'Afrique. Hormis quelques parties de la côte et un très petit nombre de villes, centres de commerce. Partout ailleurs, on a de l'argent où on n'en a point, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de cours établi. L'or en poudre, tel qu'on l'obtient du lavage, n'est que marchandise. Le peu d'espèces métalliques qui y pénètrent servent de bijoux ou de matière pour en fabriquer. Beaucoup de royaumes y suppléent par des morceaux de sel façonnés en briques ou par de petits coquillages marins solides et épais qu'ils appellent coris. Tout le reste opère par voie d'échange. C'est là que ça devient très intéressant. Ainsi, les espèces monnayées sont en Afrique, ont un certain rapport avec les eaux. Celles-ci y sont rarement en grand courant régulier, de même qu'elles manquent totalement sur des espaces très étendus. Ailleurs, elles sont disséminées par petites portions. Enfin, les moyens auxiliaires des citernes, des puits, représentent assez bien l'office des coris et des plaques de sel dans l'ordre monétaire. Voilà. Donc, c'est évidemment quelque chose de profondément passionnant de voir que ce personnage qui ne connaissait absolument rien à l'Afrique à l'origine s'est absolument passionné de la chose sur ce sujet, et avec l'idée en effet de reprendre le combat un peu là où l'avait laissé l'abbé Grégoire sur l'abolition évidemment de l'esclavage. Et l'esclavage est une thématique que l'on revoit à de très nombreuses parties, enfin de très nombreux moments dans le roman. D'abord parce que le narrateur en lui-même devient esclave à un moment, et ensuite après parce qu'il analyse en effet les mouvements, je dirais, des colonnes des esclavagistes à l'intérieur de l'Afrique, comme justement, je dirais aussi des moments de déplacement de population voulus notamment par des considérations climatiques. Alors, l'analyse est tout à fait intéressante, découle évidemment de la théorie des climats de Montesquieu. Mais comme on voit, il ne donne d'abord aucun moment donné, bien sûr, une vision niaise et, je dirais, enjolivée de l'Afrique. Il l'imagine comme un pays difficile à traverser, c'est tout à fait véridique, mais en aucun cas il ne sombre il n'y a aucun discours raciste, et c'est là aussi que Desmarais est très en avance sur son temps. Il y a une volonté d'égalité entre les hommes et les femmes, parce que d'ailleurs le personnage de Pinda qui prend le relais d'Isidore, qui devient totalement incapable de se mouvoir dans le climat africain, évidemment, c'est une femme qu'il choisit, et là aussi c'est pas rien. On est très loin de Jules Verne qui supprime systématiquement les personnages féminins. Isidore crée une sorte de couple, un peu Adam et Ève à la découverte de l'Afrique, certes, mais le fait de façon, parfois avec une certaine ironie aussi, et une sorte de critique vis-à-vis des Européens. Alors ça, c'est vrai qu'il y a beaucoup de critiques européennes de son côté, parce que là aussi où il souhaite aller, c'est vers une critique de la société de la Restauration. Pas pour rien que c'est un opposant aux Bourbons, et donc une grande dimension de l'empire savant et de son voyage à travers l'Afrique est évidemment à la fois un règlement de compte personnel contre certains émigrés, qu'on va revoir dans la deuxième partie du roman, mais aussi une critique de la religion et de la superstition. Il n'a rien contre le catholicisme ni contre l'islam en général, il est en revanche extrêmement sévère à l'égard de l'usage qui en est fait. Notamment l'idée que finalement il suffit de répéter la prière pour se sentir un bon musulman ou un bon chrétien. Et donc là-dessus, il est évidemment un héritier de la pensée, un pensée des Lumières, mais en même temps, cette critique de la religion se double en effet d'un refus du choc des civilisations. Il montre qu'il y a en fait une complémentarité des civilisations, et je pense que c'est l'un des premiers à le faire au XIXe siècle, parce qu'il a été influencé évidemment par l'abbé Grégoire, à qui il va rendre hommage au moment de sa mort avec cette notice phrénologique. Et puis, bien sûr, cette critique virulente de la Restauration, qu'on va surtout retrouver au moment de sa réflexion sur la civilisation du futur. Alors là, je vous ai mis un petit extrait encore du manuscrit
Desmarais, de la difficulté de pouvoir aussi ordonner à l'intérieur du texte, une fois qu'on avait compris l'ordre des chapitres, il y avait des choix à faire. On a quasiment à chaque fois deux phrases, deux possibilités de phrases, il fallait prendre la meilleure. Et donc, le narrateur, à un moment donné, prend congé de son ami Pindar, qu'il laisse dans son pays natal, et donc s'éloigne encore plus, paraît-il, derrière de hautes montagnes, et là découvre une civilisation qui n'a plus rien à voir avec la civilisation africaine telle qu'on la connaît. En effet, c'est là qu'avec l'éditeur, on s'est permis ce petit clin d'œil à Black Panther, parce que, évidemment, on tombe dans quelque chose d'un peu merveilleux, mais en effet, il ne faut pas s'arrêter à cette comparaison qui s'inspire un peu de nos propres préoccupations et notre environnement culturel actuel. Mais donc il découvre une civilisation. On comprend d'ailleurs à la description qui est faite que ce sont toujours des Africains, probablement musulmans, qui ont développé une technologie supérieure. Et cette technologie, la voici. Donc je vous ai fait le catalogue des inventions. Alors on trouve d'abord une éducation moderne, donc, où l'abondance de matière enseignée finit par noyer le principe même de l'éducation. Bienvenue en 2020. Machine à écouter les pensées, devenant par elle-même une machine à écouter les conversations. Le haut-parleur, les rayons X, qu'ils nomment lunettes électro-phosphorico-lumineuses, les boissons énergisantes, la machine à faire de l'or, mais qui est en fait une sorte de planche à billets, de super planche à billets. Le moyen d'arrêter la vie, donc une sorte de cryogénisation qui vous permet, lorsque vous recevez par exemple quelqu'un de fâcheux que vous ne vouliez pas rencontrer, eh bien de mourir, de pouvoir renaître ensuite. Quand vous êtes mort, vous ne pouvez pas le recevoir. La puissance du cerveau et de l'inconscient, donc là aussi une sorte de prémonition de ce que pourrait être la psychanalyse. Les progrès de l'art sensiblement identiques à celui de la technique, c'est-à-dire que la civilisation de l'Empire savant considère que l'art est tributaire de la technique, et donc une pièce de théâtre va devoir avoir des effets spéciaux de plus en plus importants pour pouvoir toucher un public de plus en plus blasé. Donc, d'une certaine manière, Desmarais nous annonce le cinéma et les effets spéciaux. La mort sociale qui découle justement du fait d'être devenu un has-been, c'est vraiment décrit tel quel. La fécondation in vitro, ou l'invention du docteur Bocal. Et enfin, la propulsion aérienne, parce qu'à un moment donné, il faut bien que le narrateur puisse rentrer en Europe pour raconter ce qu'il a vu, donc on le fait passer par les airs. Donc oui, le roman a été écrit en 1820, donc là-dessus, Desmarais ne dispose que de très petits éléments scientifiques, l'électricité, la théorie des ondes qui commence à arriver, on sait qu'il y a notamment la théorie des couleurs, évidemment, il a lu Goethe, probablement. Il a des idées aussi de policier. Le coup de la machine à écouter les conversations, c'est à la fois un rêve de policier, mais en même temps, il nous explique qu'il ne faut surtout pas l'utiliser. Parce que les personnes écoutées vont fatalement dévier leur conversation et tout ce qui fait l'intérêt du métier de policier va disparaître. Donc en fait, Desmarais plaide pour une sorte de usage modéré des inventions, et d'ailleurs sa super civilisation, qui décrit comme 5 siècles avancés par rapport à la sienne propre, eh bien, a conçu une sorte de conservatoire des arts et métiers dans lesquels on enferme les inventions les plus dangereuses et pour lesquelles on n'a pas le droit de reprendre, enfin de les utiliser parce qu'elles posent un problème d'ordre social et moral. Donc en effet, le corps social chez Desmarais est extrêmement important. Donc il nous décrit une bonne société, celle de l'Empire savant. Donc il est reçu chez un haut dignitaire qui s'appelle Souley Sour. Et donc Souley Sour va lui ouvrir en effet la porte du fameux conservatoire des inventions interdites, va lui montrer, va le présenter à un certain nombre de ses amis lettrés et savants.
Et là-dessus, Desmarais peut broder en effet sur une société du spectacle, de l'image, une société qui finalement souffre énormément de problèmes, je dirais, liés à la communication. Et notamment, les personnes qui ne veulent plus suivre le mouvement du progrès sont quasiment abandonnées sur place. On les appelle les traînards, c'est comme ça qu'il les décrit, alors que peut-être laisse entendre que ce sont des personnes raisonnables. Et on en arrive en effet à des considérations qui sont par exemple le retour des personnes décédées il y a 40 ans. Donc évidemment, là on comprend tout de suite où veut en venir Desmarais. Ces morts qui reviennent de la tombe, qui parlent un langage que plus personne ne comprend et qui viennent prendre les postes de la jeune génération, ce sont les émigrés. Mais néanmoins, il a quand même inventé un principe qui consiste à nous dire je vais interrompre la vie, je vais interrompre le fluide de la vie pour des raisons politiques, sociales, qui font que je ne peux plus me montrer en société. Et lorsque le moment sera venu, je fais un retour. Et tant pis si c'est mon petit-fils qui occupe ma place, je lui reprendrai. Donc en fait, il nous montre déjà le problème de la coexistence des générations. Et donc évidemment, le chapitre que j'avais trouvé extrêmement bien vu et bien retrouvé, c'était celui de l'éducation. Parce que, en effet, Desmarais nous présente un professeur de philosophie totalement dévoyé qui va enseigner à son élève le principe de vivre en société plutôt que de comprendre la société. Donc là aussi, une société qui, malgré tout son progrès technique, a fini par renoncer à, je dirais, la capacité de se projeter, de se critiquer. Et donc, cette considération morale est un peu vue comme déjà le contre-pied de ce que seront les futurs récits de science-fiction qui considèrent et qui mettent le progrès technique par-dessus tout dans le but d'améliorer et aussi non seulement les conditions de vie, mais aussi, je dirais, la capacité de l'homme à penser. Desmarais nous dit non, en fait, c'est tout le contraire. Plus nous en saurons, plus nous en saurons techniquement, plus ce sera dangereux à utiliser. Donc là aussi, on le voit, c'est une vision assez pessimiste et en même temps qui se veut réaliste des enjeux d'une société qui est la société du 19e siècle qui est en train de s'industrialiser. Et en effet, les degrés de lecture qu'il nous donne à entendre, c'est un récit de voyage imaginaire, un conte moral, une satire politique, un essai philosophique, néoplatonicien et rousseauiste à la fois. Rousseauiste parce qu'il y avait cette évocation de l'Afrique intacte, non colonisée, à savoir le pays de la personne qui l'avait guidé dans un premier temps. Néoplatonicien parce qu'il nous donne à voir des choses, je dirais presque brutes, l'essence des choses, à savoir l'existence, la vie, mais aussi la technique. Et donc cette pensée néoplatonicienne chez Desmarais, je pense, est primordiale pour comprendre la portée de son œuvre. Et tout cela peut donner lieu, en effet, à un genre qui n'existe pas encore, mais qui peut arriver ensuite, qui est la science-fiction. Parce qu'il y a un fond scientifique dans sa réflexion, même si cette partie scientifique n'est pas la plus développée parce qu'il lui manque en effet un certain nombre d'outils et d'informations qu'il n'aurait pu avoir que 30 ans plus tard. Mais néanmoins, Desmarais est d'une certaine manière, et ce sera évidemment l'une de mes conclusions, est un précurseur en la matière. Et on a pu voir, à travers donc, le regard d'un policier particulièrement intelligent, très lucide sur la fonction de la police, je pense qu'il aurait été certainement assez désolé de voir la reconnaissance faciale aujourd'hui, les fichiers d'ADN, etc. C'est pas du tout vers là où il souhaite entraîner son lecteur. Et donc nous terminons avec cette image toujours de Charlet qui représente l'artiste dans son bureau en train de penser. Je n'ai pas d'image ni de représentation de Desmarais, mais sachant qu'il partageait son temps entre sa maison de Compiègne et son petit hôtel parisien,
on peut très bien l'imaginer en train de penser l'Afrique telle qu'il la rêvait, voilà, sans bouger, le voyageur immobile. Et donc, l'Empire savant est aujourd'hui disponible en papier et en ligne. Voilà, je vous remercie. Oui. Si jamais l'œuvre avait été publiée, quelle aurait été sa réception à l'époque? Oui, c'est une très bonne question. Je ne suis pas sûr que Desmarets avait les moyens d'achever son roman. Et l'état d'incomplétude du manuscrit nous laisse quand même penser qu'il a énormément travaillé pour lui sans vraiment se donner de direction. Je n'ai pas retrouvé de plan, par exemple, alors qu'il y a des plans, des témoignages, il aimait beaucoup Nonce, etc. Il y a beaucoup de matière à penser. Je ne suis pas certain qu'il envisageait une publication immédiate. C'est ça qui donne l'intérêt de la découverte de ce manuscrit une centaine d'années plus tard. C'est parce que, d'une certaine manière, je pense que déjà, aucun éditeur censé n'aurait accepté à l'époque un roman pareil, qui mélange autant de genres, écrit dans une langue qui doit beaucoup au XVIIIe. Il ne faut pas non plus se faire d'illusions. Desmarets est né en 1764, il écrit comme Voltaire. Donc, c'est pas Balzac. Hein. Donc, c'est une manière d'écrire qui a déjà disparu en 1830. Contrairement aux témoignages, qui sont d'une très grande modernité d'écriture, là, on a un fond qui est quand même beaucoup plus archaïque. D'ailleurs, qui laisse penser peut-être même que Desmarets, j'ai pas osé l'écrire, mais a peut-être commencé à penser ce roman du futur beaucoup plus tôt que je l'imagine, parce qu'il y a des archaïsmes dans l'écriture, etc., qu'on ne retrouve pas dans les témoignages historiques, même si c'est bien évidemment son écriture personnelle. Donc, avait-il l'intention de le publier? Je me suis posé plusieurs fois la question. Sans doute que ça l'aurait amusé, oui, mais peut-être aussi en limitait-il la lecture pour un cercle beaucoup plus restreint. Je n'ai pas, alors c'est un policier très secret, Desmarets, je n'ai pas, il cloisonne, je n'ai pas vraiment identifié des personnalités avec qui il aurait été en relation, du moins totalement amicale, même s'il fréquentait pas mal de personnes. On sait que vers la fin de sa vie, il s'inscrit à la Société de phrénologie, mais ce n'est pas parce que la phrénologie l'intéresse, c'est plutôt la façon de décrire les choses, et il est déjà en train de penser un peu à ce que fera Bertillon sur le fichage anthropométrique. Là, c'est déjà le policier qui parle en lui. Quels sont ces véritables... quels sont les gens avec qui il parle, avec qui il échange? Il a forcément dû échanger avec des gens qui avaient vécu l'Afrique, parce que pour la décrire à la façon dont il le fait, pour décrire une caravane, le désert comme il le fait, même Brousse ne le dit pas de cette façon-là. Il ne s'est pas seulement nourri de la lecture de Brousse. Donc forcément, il y a eu des échanges, il y a eu un besoin certainement de donner des indications et des pistes, mais je n'ai jamais pu identifier un désir de publication, en raison déjà de l'état du manuscrit en soi. Alors, donc la question est, on n'a pas de traces de sa bibliothèque? Non. Par contre, on a des titres dans les notes. On a des titres de livres qu'il lisait. Il lisait des choses finalement assez d'un honnête homme du XVIIIe siècle. On retrouve l'histoire des Indes occidentales de Raynal, notamment. On retrouve l'histoire de tout, qu'il apprécie, qu'il commente même. Il apprécie énormément l'histoire antique. D'ailleurs, la plupart des références qu'il donne dans l'Empire savant, dans le voyage, c'est des références à Rome, à Carthage. Donc là aussi, sur la religion des Romains, hein, c'est quelque chose qui le passionnait authentiquement. Mais en effet, sa bibliothèque a certainement dû passer à son fils survivant en 1833. Les descendants vivent toujours. J'en avais rencontré à Compiègne, et il m'avait confié qu'on ne parlait pas de l'oncle Desmarets à table, parce que c'était un jacobin. Voilà. Plutôt une
remarque ou un point de comparaison à proposer. Là, c'est peut-être plus le côté préfecture de police que le côté Oui. de la police. Mais je pensais à un autre policier qui avait écrit dans un genre tout à fait différent, Peuchet, dont j'ai oublié le prénom, et qui a laissé des mémoires historiques où il mélange pas mal de choses et qui est à l'origine de plusieurs légendes qui n'ont jamais pu être vérifiées. Absolument, absolument. C'est des histoires tellement extraordinaires comme sous Louis XIV, l'histoire de cette dame, je ne sais plus, qui fait disparaître ses amants de façon assez raffinée, ou bien encore, c'est lui qui a inventé l'histoire qui a donné lieu pour Alexandre Dumas à l'affaire du, je ne sais plus le nom là encore, quel était le nom de celui qui a été le comte de Monte Cristo, mais il présente ça comme un fait historique pur, et sur lequel il y a des gens qui s'interrogeaient encore, qui voulaient absolument retrouver le vrai comte de Monte Cristo. Et en même temps, il mélangeait tout ça, toutes sortes de considérations de politique. Enfin, ça fait longtemps que j'ai lu ces œuvres assez fourre-tout, mais je me demandais s'il n'y avait pas comme ça, si ce n'était pas lié à ce milieu assez particulier de la police, de susciter ou bien d'abriter, d'attirer des personnalités assez extraordinaires avec même une postérité littéraire. Absolument, ils ont tous écrit. Paradoxale aussi, pour me rendre un contemporain, ce Peuchet qui m'avait fasciné. Alors, votre remarque est très bonne. Je vais la synthétiser très rapidement donc, sur la question de la littérature des policiers, de ce qu'ils ont pu nous laisser comme témoignages, dont certains sont effectivement inventés de toutes pièces, comme ces mémoires de Peuchet. En réalité, là, je crois que c'est un sujet qui est très intéressant, sur lequel d'ailleurs j'échange fréquemment avec mon ami Charles-Éloi Vial, qui est celui de la mémoire de l'Empire notamment et de la Restauration et de cette querelle de mémoire où on a des personnes qui se lancent dans une sorte de surenchère. Donc on va avoir des maréchaux qui vont publier leur justification, des ministres, des personnalités de la cour et tous ceux qui ont dit à un moment donné « il faudra me payer très cher pour me voir publier mes mémoires » ont fini par le faire. Donc soit qu'ils ont été effectivement payés très cher, ou soit qu'ils ont fini par vouloir rectifier des choses qu'ils lisaient dans les mémoires des voisins. Donc en fait, il y a une sorte de concurrence mémorielle et parfois une surenchère, en effet, des faits, dans les faits historiques. Desmarais, c'est intéressant parce qu'on voit qu'il retient énormément le moment où il va publier. Il ne souhaite pas donner une publicité à ses écrits avant au moins la fin de sa vie. Alors c'est vrai que le choléra, il ne s'y attendait certainement pas de contracter le choléra et d'en mourir. Donc ça a un peu bouleversé ses plans, je suppose. Mais lui est beaucoup plus raisonnable. Et d'ailleurs, il fait très peu référence la plupart du temps aux mémoires des uns et des autres, preuve qu'il devait les lire, mais dont il ne devait pas vraiment s'en servir. Et donc, je crois que parmi les mémoires les plus intéressantes de l'époque, qui sont susceptibles d'être pris pour ce qu'ils sont, c'est-à-dire assez bien documentés et assez honnêtes dans leur perception, il y a ceux du collègue de Desmarais, Réal, le conseiller Réal, qui était donc, qui était même une sorte de ministre de la police bis à une certaine époque, lorsque Fouché a dû céder la place brièvement. Donc Réal a publié des mémoires qui recoupent d'ailleurs très bien ceux de Desmarais. Ils disent à peu près la même chose sur l'affaire du duc d'Enghien, sur d'autres éléments. Après, donc, on a évidemment des choses qui sont beaucoup plus fantaisistes, de gens qui se sont prétendus aussi en lien avec la police. Je pense par exemple à Méé de la Touche, qui était une sorte d'agent double, triple, à la fois des royalistes, des bonapartistes, et qui ont publié aussi des justifications, des mémoires, et qui sont à prendre avec une infinie précaution. Là-dessus, moi, j'ai toujours été catégorique sur les mémoires publiées par les principaux témoins de la période Révolution, Empire, Restauration. C'est qu'il faut les prendre avec beaucoup de précaution et ne jamais croire ce qu'ils racontent. Bien. Écoutez, je vous remercie encore de votre attention et je vous souhaite une très bonne soirée.